Faut-il s'intéresser à Elior Group? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Elior. On voit que c'est pas très beau hein, quand même. Le point haut a été atteint en 2017 à 23 euros. On est actuellement à 2,80 €. Donc il y a eu un naufrage de la boîte. Bon, ça a bondi quand même depuis 2023. On a presque doublé. Est-ce qu'il est temps d'attraper le rebond sur Elior? On va regarder ça ensemble. Je rappelle qu'on a 2 Richebourg qui détiennent une grosse part de la société, qui les aident aussi à redresser, donc à se redresser. Donc ça, à mon avis, va les aider à aller dans le bon sens. Allez, on regarde la croissance. En médiane, on est sur 5% sur 10 ans, ce qui est pas si mal. Et on a enchaîné quand même 3 années de croissance assez forte. Visiblement, c'est surtout de la croissance organique en plus. On a fait des acquisitions jusqu'à 2018 qui ont plutôt détruit de la valeur, vu qu'en en fait, on a quasiment les acquisitions, enfin la market cap vaut quasiment les acquisitions. Donc, à mon avis, ils ont mal exécuté leurs acquisitions. Mais depuis quelques années là, ça a l'air pas si mal sur Elior. Donc, on va aller regarder les marges. Alors, les marges, si on prend un peu de recul, est-ce qu'elles sont en augmentation globalement? Non, c'est pas terrible dans les marges. Après, on est sur un alors restauration collective, c'est le pire business de radin que j'ai jamais vu. C'est encore pire que la grande distribution. Les marges sont microscopiques. Ce qui compte, est-ce que les free cash flow sont plus élevés? Voilà. Les free cash flow quand même sont plus rassurants que le taux de marge nette que vous voyez ici. Donc, c'est un business sur lequel on n'a aucun pouvoir de fixation de prix. Il faut tout négocier, c'est très dur. En fait, le seul levier qu'on a, c'est le levier opérationnel. On voit que bon, le taux de marge d'EBITDA est quand même en décroissance sur la période. Mais ils ont touché, et le taux de marge d'EBITDA a touché un point bas en 2021, depuis il se redresse. Donc ça, c'est encourageant. Toutefois, on fait tout juste un bénéfice sur les 12 derniers mois, là, pas si facile. Après, ce qui compte, c'est, on l'a dit, il faut regarder la marge de free cash flow. On voit qu'elle est quand même, bon, elle est positive depuis 2023, ça se redresse. Donc c'est pas si mal. Voilà, vous savez que vous n'êtes pas sur un business qualitatif qui est moyennement géré, on va dire. Allez. Regardons la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, en termes de bénéfices nets sur 10 ans, on fait 2,3 milliards de pertes. Mais en termes de free cash flow, on fait 5,5 milliards de free cash flow. Donc, c'est pas mal en fait. Et si on regarde comment c'est obtenu, est-ce qu'on optimise de BFR? Ouais, quand même, ils arrivent à bien avoir un BFR qui s'améliore sur la période. Est-ce qu'ils sont à BFR négatif? D'ailleurs, on peut regarder Networking Capital. Hop, ils sont à BFR négatif. Donc ça permet de générer du cash quand même. C'est pas mal. On fait financer son activité par ses clients. Ça aide les cash flows opérationnels et à dépenser en capital constante les free cash flow. On regarde dépréciation, amortissement versus CAPEX. Bon, c'est à peu près équivalent. Donc, on maintient l'appareil productif, si on peut dire, puisque c'est quand même du service. Mais bon, ils arrivent à bien... disons qu'ils sont équivalents entre les dépréciations, amortissement et les CAPEX. Donc ça, c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a des other non-cash items? Oui. Moi, j'imagine que là-dedans, il faut aller creuser dans le tableau de trésorerie. j'imagine que ce sont les écarts d'acquisition qu'ils ont amortis parce qu'ils ont fait des acquisitions pourries, en fait. Et donc, ça, c'est de la dépense non-cash et ça améliore le free cash flow. Donc, ça nous explique pourquoi, en cumulé, les free cash flow sont positifs et c'est plutôt rassurant. Donc, bien évidemment, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de 4,5%. On est en train de remonter assez fortement en termes de rentabilité opérationnelle, ça c'est bien, 5,9% de rendement des capitaux investis. Donc c'est pas si mal, c'est pas très élevé, mais bon, c'est pas si mal, on va dire, comme rentabilité. Maintenant, si on regarde, on a quand même enchaîné des années de forte croissance. Et ça, c'est de la croissance organique, j'ai l'impression. Donc, pour financer cette croissance, il faut quand même avoir une rentabilité beaucoup plus élevée. Donc après, c'est peut-être une rentabilité qui est obtenue avec de la dette. Si on regarde le rendement des fonds propres, on est sur quasiment rien. Ouais, il ne faut pas oublier que les bénéfices nets, en fait, il faudrait calculer un rendement des fonds propres, mais pas à partir des bénéfices nets, à partir des free cash flow. Bon, ça complique un peu la donne, le fait qu'on ait des bénéfices nets négatifs. Bon, rentabilité pas exceptionnelle, voilà, ce qu'on va dire. On va regarder l'endettement du groupe. Alors, ouais, là, ça pique, Ça pique un peu. On a 1,120 milliard de dettes contre 262 millions d'EBITDA. Donc, ça fait facile 4 à 5 fois l'EBITDA. C'est franchement pas terrible. C'est très endetté comme groupe. Pareil en termes de free cash flow. Ouais, il faut que ça s'améliore. La dette, là, bon, ça atteint un point haut en 2023. Depuis, ça baisse un petit peu. Mais là, ils sont pas encore sortis d'affaires. Ça reste fragile comme dossier quand même. Attention qu'il faut aller voir. Et alors, petit bémol, ça a l'air quand même élevé
Je soupçonne qu'il y a des loyers qui sont inclus là-dedans. Donc il faut aller retraiter ça, voir si c'est vraiment ce niveau d'endettement. Si c'est le cas, c'est un peu fragile quand même. On regarde la rémunération d'actionnaire maintenant. Bon, sagement, la rémunération d'actionnaire, elle est à 0, évidemment. On ne verse pas de dividendes et c'est normal, il faut se désendetter. Donc ça, c'est une sage décision. Ils ont fait une augmentation de capital en 2023. Donc ça, c'est pareil, à mon avis, c'était à cause de l'endettement, hein. Ils ont dû diluer les actionnaires et mettre des actions. C'est pas une mauvaise idée. Enfin, c'était la seule chose à faire, à mon avis, hein. Quand on est trop endetté, bah, il reste plus que la solution de diluer les actionnaires. Donc, ce qu'il faut voir, c'est maintenant comment la dette évolue. Est-ce qu'on va devoir refaire une augmentation de capital ou pas, ou si le groupe va s'en sortir. La valorisation, maintenant, en VE sur EBITDA, vu qu'on est très endetté, 50% de décote. Voilà, 50% de décote, mais c'est mérité puisque en fait, on est quand même lourdement endetté sur le dossier. Conclusion, eh bien, Elior, ça va être une histoire de recovery, hein. Pour l'instant, c'est encore un peu fragile, donc ça peut être risqué si vous rentrez sur ce dossier avec ce niveau de dette. Vérifiez bien le niveau de dette actuel, si c'est ce qui est indiqué sur le screener, ou si le management donne un niveau plus bas. Et, euh, et voilà, hein, suivez le dossier, à mettre en watchlist, mais à mon avis, c'est encore un peu trop tôt pour aller là-dessus, si c'est trop endetté. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.